Stéphane Fauchil. Je suis donc artiste plasticien, peintre, dessinateur, sculpteur et décorateur. Et donc j'expose pour la première fois chez Véronique Dahl à la Galerie Collégiale. Elle m'a fait la gentillesse de m'inviter dans le cadre de l'exposition du festival Eldorado Lille 3000. Et donc comme je travaille sur des personnages un peu problématiques, problématiques dans le sens où ils sont un peu improbables. Ce sont des espèces d'indigènes qu'on n'a jamais rencontrés et qui me permettent de libérer mon imagination en y ajoutant tout ce que j'ai envie. Alors donc c'est un travail assez, on va dire, je ne sais pas si fantaisiste, mais enfin qui n'est pas très documentaire, on va dire, en termes d'ethnologie, c'est pas très rigoureux, mais on va dire que c'est de l'ethnologie mentale. Donc voilà, en ce moment on est en train d'accrocher les tableaux, et donc comme l'espace ici le permet, j'en ai profité pour accrocher des grands tableaux, parce que j'aime travailler en grand, parce que on peut mettre beaucoup de choses, parce que j'ai tendance toujours à fouiller, à rajouter un tas de détails un peu anecdotiques. Et les grands tableaux, ça me permet d'en mettre partout. Et donc là, on est, par rapport à la thématique des indigènes, etc., on est un peu éloigné, mais enfin ça sert un peu, on va dire, d'apéritif à la suite de l'exposition qui est plus thématique. Là, enfin quand même, ici par exemple, ce sont je pense qu'ils ne sont pas très difficiles à reconnaître. C'est des musiciens célèbres que j'ai eu envie de représenter parce que je ne connaissais pas, je me suis mis à les écouter d'un seul coup. Et puis alors je les ai tellement écoutés que ça m'a rempli la tête. Il fallait que ça sorte, il fallait que j'évacue ça. Donc je me suis dit, bah, tiens, je vais faire une peinture de Beatles, mais alors à ma manière. C'est-à-dire que souvent je pars d'une photo ou d'un support réel, d'une affiche ou quelque chose. Puis je me mets à délirer dessus, c'est-à-dire qu'il faut un support, quelque chose qui crée une impulsion, une idée, et puis ensuite on brode, on rajoute des choses, on enlève. Et là, je suis parti donc de cette image de Beatles, et puis je me suis dit, bah tiens, je vais les entourer de petits lapins, ce serait amusant. Et puis alors, de fil en aiguille, je me raconte des histoires, et puis alors les petits lapins, ils jouent avec des boîtes de petits pois. Alors tiens, on se dirait, tiens, quel rapport y a-t-il entre des boîtes de petits pois et des lapins? Ça veut dire qu'ils vont être bouffés. Donc déjà, il y a des histoires de nourriture dans ce tableau. Et puis alors petit à petit, je me suis dit, tiens, il faut manquer un truc un peu féroce, un peu méchant. Alors moi, j'ai dit, je vais mettre un tigre. Le tigre, c'est un peu l'histoire des Beatles, c'est-à-dire qu'ils sont allés en Inde, tout ça. Et puis j'ai rajouté plein de carnivores, tout ça, un tas de trucs. Et puis je me suis dit, bah tiens, ils ont sûrement fait des enfants à droite à gauche, et donc il y avait les enfants cachés des Beatles qui sont là. Même le fils de Paul McCartney, qui pour l'occasion s'est changé de couleur de cheveux, c'était en vie. Et puis, alors Lennon, il est un peu plus petit, mais c'est parce que je l'aime moins. Donc voilà, ce sont des choses très subjectives. Et voilà, avec des fils en aiguille, il m'est passé quelque chose sans que je l'ai vraiment cherché. Et je me suis rendu compte que c'était un tableau carnivore où ça parlait beaucoup de manger, de dévorer, mais il y avait plein de carnivores derrière. Et je pense que c'est parce que je les ai perçus comme des gens qui avaient tendance à s'entre-dévorer parce qu'il y avait des personnalités très fortes qui s'opposaient. Alors je les ai mis dans une jungle parce que la jungle, j'aime bien le contexte de jungle parce que tout peut surgir de la jungle. Alors justement à propos de culpabiliser, voilà le tableau, c'est pareil, j'ai des flashs comme ça et je tombe sur une image du bonhomme Michelin, je dis j'ai vraiment envie de peindre le bonhomme Michelin. C'est un thème qui me préoccupe depuis longtemps, le bonhomme Michelin, je ne sais pas pourquoi. Et donc je me suis dit, tiens, je vais faire un tableau sur les pneus, parce que c'est amusant, parce qu'on fait assez rarement des tableaux sur les pneus, donc c'est un thème assez original. Et puis je peux le mettre assez facilement en association avec le bonhomme Michelin. Et donc en fait là, je me suis un peu laissé aller aussi,
en représentant le bonhomme Michelin sous deux aspects. C'est-à-dire, il y a l'aspect publicitaire, où on le voit souriant devant un arc-en-ciel, et la vie est belle. Et puis il a les pieds dans un dépôt d'ordures et dans des vieux pneus crevés qui sont en train de brûler. Et puis voilà, c'est le côté un peu plus sombre de notre monde. Et alors il y a évidemment des plein de poubelles avec des vieux bidons d'huile renversés, puis il y a un hérisson, parce que quand il y a un pneu, il y a un hérisson qui n'est pas loin en général. Et c'est toujours les victimes des pneus, les hérissons. Donc là, il est en train de laper de l'huile de vidange. Hein. Et puis voilà, puis alors c'est vrai qu'il y a un climat un peu grisâtre, un peu triste. Et alors ça c'est un ange psychopompe. Alors le psychopompe, c'est les anges qui emmenaient les esprits des morts vers l'au-delà. Et donc il était en train d'emmener un pneu crevé au paradis des pneus. Donc il manque un pneu qui part au ciel, emmené par un ange. Voilà. Alors ça c'est un tableau que j'ai appelé c'est un tableau que j'ai appelé Dérive. Le titre n'est pas difficile à comprendre. En fait, c'est parti, comme souvent, d'une affiche, d'un élément que j'ai trouvé dans un journal, qui était la reproduction d'une publicité des années 30 où on voyait deux enfants dans une caisse à savon et qui brandissaient un flacon de lessive. Et c'était une publicité donc, américaine qui vendait la lessive. Et puis alors la composition m'a plu, et donc par contre j'ai enlevé les enfants, j'ai récupéré, si je puis dire, c'est un peu du recyclage, j'ai récupéré la caisse à savon, la mer, la voile, et puis je me suis dit, bah tiens, au lieu de mettre deux enfants, je vais essayer d'y caser toute l'humanité, parce que l'humanité, elle est un peu, je ne sais pas si elle est à la dérive, mais enfin elle ne sait plus trop où elle va, avec toutes les questions qui se posent actuellement liées à l'écologie, aux réfugiés, tout ça. Et donc je me suis dit, mais comment est-ce que je peux faire pour caser toute l'humanité dans une caisse à savon? Donc j'ai pas pu mettre tout le monde, hein, et c'est pas forcément les... Alors j'aurais pu mettre les plus grands, les plus illustres, mais non, je me suis dit, l'humanité c'est pas ça, c'est des illustres, mais c'est aussi beaucoup d'anonymes et de gens comme ça qui... C'est surtout et essentiellement des anonymes et des gens qui n'ont pas laissé une trace particulière. Donc il y a des personnages, je ne sais pas qui c'est. Ça pourrait être Nefertiti, ça c'est Socrate. Là ça peut être un soldat romain. Il y a un cheval aussi, parce que les chevaux ont toujours accompagné les humains. Donc, et puis, celui-là on connaît. C'est Jésus-Christ. Alors évidemment il y a Einstein, il y a Newton, il y a Victor Hugo. Et puis alors, plus on avance dans le radeau, et plus on avance dans le monde d'aujourd'hui. Alors ici c'est l'Antiquité, ici le Christ, le Moyen-Âge, le XVIIIe siècle, ça pourrait être un personnage, ça pourrait être Mozart. Et ici il y a un Brésilien, un Chinois, un Africain. Lui c'est la petite histoire, c'est Jean-Baptiste Clément qui est un personnage de l'histoire de la Commune de Paris. C'est lui qui a écrit la chanson Au temps des Cerises. Donc c'est pas un grand personnage historique, mais enfin il a sa place. Alors il y a un soldat de la guerre de 14, il y a même Poutine qui est là. Là il y a un homme pressé qui est en train de téléphoner. Il y a Mère Teresa qui se fait piétiner par Cro-Magnon qui au bout du compte se retrouve toujours devant. Voilà. Et cette pauvre humanité, c'est pas trop où elle vient. Elle est un peu perdue. Alors ici, donc, on est dans un espace qui est un peu plus thématique par rapport à un peu plus resserré au niveau thématique par rapport au projet de Lille Eldorado. Et c'est des choses que je fais. Alors il y a un mélange de choses anciennes et des choses récentes. En fait, ça c'est les tout premiers que j'ai fait il y a une dizaine d'années, les tout premiers indigènes. Et donc là, je m'inspirais de gravures de l'époque du Nouveau Monde,
quand les explorateurs arrivaient en Amérique du Sud, donc c'est au XVIIe siècle ou avant, c'est le XVIe, XVIIe siècle. Et donc ils ramenaient beaucoup de représentations qu'ils appelaient naturelles, de personnages comme ça que nous on voit les sauvages. Alors sauvages, je n'aime pas ce thème-là parce que c'est des gens qui avaient leur propre culture. Et donc, en fait, c'est en lisant les livres de Claude Lévi-Strauss, en particulier le Triste Tropique, qui fait un état de la vie sauvage et donc c'est ça vraiment ça qui m'a donné envie de représenter tout ça. Puis j'ai une de mes sœurs qui vit au Brésil et qui ramène toujours, quand elle vit en France, qui ramène toujours plein de choses sur le Brésil, la documentation, tout ça. Et donc ça me plaît beaucoup. Et puis c'est une façon aussi de retrouver en soi le côté un peu sauvage, hein. Je trouve que c'est ça qu'on essaie de retrouver, qu'on a un peu perdu. Et on essaie de retrouver. Alors là par exemple, c'est là c'est un personnage qui initialement dans la gravure avait sur l'épaule un totem. Et puis moi je me suis dit, oh ben non, je vais transformer. Souvent je pars vraiment d'un truc précis, et puis après je me mets à délirer dessus. Donc je me suis dit, tiens, ce serait drôle qu'il ait une lampe électrique plutôt qu'un totem. Et donc ça y est, je me suis mis à représenter une lampe électrique. Donc après je me raconte des histoires. La lampe électrique, il faut bien qu'elle soit alimentée par quelque chose. Donc il y a une espèce de GGN, une machine qui lui donne son autonomie en électricité. Là, il y a une prise de courant, là, il pourrait se brancher dans la table, il n'a pas besoin. Voilà, alors ici, alors ça c'est un des derniers. J'aime bien essayer d'imaginer des peuplades inconnues, mais qui sont totalement absurdes et qui se revendiquent comme étant totalement improbables. Et donc, et puis dedans, donc, ça fait des personnages comme ça qui vivent au milieu d'une jungle avec des plantes tout à fait extraordinaires, hein, des espèces de plantes objets. Alors là, j'invente des espèces des machins qui n'ont pas particulièrement de signification, même qui n'en ont pas du tout, mais qui m'amusent beaucoup. J'aime beaucoup représenter des choses que je ne comprends pas. Donc je me suis dit, je vais mettre ce machin. Et puis ça fait comme une espèce de plante, enfin c'est un truc un peu improbable au bout du compte. Alors ça par exemple là c'est un poivron, il glisse au bout de son bâton. Et puis voilà, puis alors le tatouage, je me donne d'accord joie parce que les tatouages, on est habitué à avoir des tatouages comme ça, trop bien dessinés. Moi je me dis, tiens, il pourrait avoir des points à la place des barbouillés de points, comme ça, des trucs comme ça. Bonne idée de faire les points. Voilà. Alors ça c'est un tableau qui s'appelle « Les oiseaux sont des cons », parce qu'en fait dans l'histoire, là, j'essaie de raconter une histoire dans mon tableau, il se passe quelque chose. On est vraiment un peu comme dans une bande dessinée, où il y a une image et on raconte une histoire et ça se lit comme une case de bande dessinée. Et donc là par exemple, c'est des espèces de personnages, parce qu'ils pourraient être dans personnage un peu indigène, comme ça, c'est pareil. Et alors, ils ont des espèces de masques d'oiseaux, enfin, et on voit qu'ils essaient de capturer toutes sortes de volailles. Et ils ont construit une espèce de petit manège, comme ça, qui attire les oiseaux, avec des cuillères qui tournent avec le vent. Et les oiseaux sont contents, ils viennent se poser, ça leur fait des perchoirs. Et voilà. Et c'est comme ça qu'ils essaient de les attraper. Et alors, qu'est-ce qu'ils vont en faire? Est-ce qu'ils vont les manger ou est-ce que c'est pour des questions rituelles? On n'en sait rien. Il y en a un qui essaie de les attirer avec un leurre, il s'est fait un faux oiseau. Et donc les oiseaux évidemment vont se faire avoir. Et voilà l'histoire. Donc c'est une histoire complètement idiote. Mais plus les choses sont idiotes et plus ça nous stimule pour les faire. Alors ce tableau, c'est un tableau que j'ai fait il y a 2 ans. Et comme je vous disais tout à l'heure, j'ai besoin d'avoir une impulsion pour
commencer quelque chose, pour commencer un tableau. Et là l'impulsion, c'est une visite que j'ai faite au musée du Quai Branly, où il y avait une exposition sur la Conquista et sur l'arrivée des Espagnols au Pérou. Et j'ai été tellement impressionné par cette exposition que ça m'a donné envie de faire un tableau sur ce sujet, mais de réinterpréter à ma manière l'arrivée des Espagnols et donc la façon dont ils s'étaient comportés avec les autochtones, et, ce qui n'est pas très glorieux, et leur cupidité pour l'or, à tel point qu'ils étaient tellement cupides qu'ils ont fini, quand ils ont récupéré l'or des Incas, ils ont fini par s'entretuer entre eux pour les récupérer. Et en fait, alors c'est assez typique d'une façon, de ma façon de travailler, je crois, parce que j'aime bien mettre des choses un peu rigolotes, un peu amusantes, parce que j'ai pas envie de m'ennuyer quand je fais des tableaux. Et j'aime bien mettre des choses rigolotes, enfin, qui m'amusent moi en tout cas. Et là, je me suis dit, tiens, je vais les représenter à la fois comme quelque chose de comique, c'est-à-dire des petits gnomes un peu malfaisants, comme ça, un peu, comme on les trouve un peu dans les jeux vidéo, avec des trucs comme ça, des trucs comme ça. Et puis en même temps, c'est vrai que quand on... Et donc une chose un peu rigolote, et puis en même temps, quelque chose de très sanguinolent, de très violent. Et donc, c'est vrai que quand on voit ce tableau, quand on arrive, on se dit, tiens, s'il est marrant, ce tableau, il a l'air rigolo, puis à mesure qu'on rentre dedans, on voit les horreurs. Alors, il y a des décapitations, des pendaisons, des enfants qu'on brûle. Voilà, moi j'aime bien mettre quelque chose, à la fois quelque chose de drôle et de sombre. Et donc souvent je me documente, hein, par exemple, pour faire les costumes des Incas, j'ai essayé de regarder un peu, c'est pas n'importe quoi, c'est pas que des choses qui me passent par la tête. J'essaie de m'informer un petit peu de la façon dont ils s'habillaient, etc. Puis après je m'en arrange. Alors parallèlement à mes peintures, je fais beaucoup de dessins. J'adore dessiner, d'ailleurs ça part de ça, j'ai vraiment l'impression d'être d'abord un dessinateur. Et donc je fais beaucoup de dessins à l'encre de Chine, comme ça avec un pinceau. Et pour moi c'est très important parce que c'est une façon de me délier l'esprit. C'est-à-dire que quand j'arrive à l'atelier, souvent je suis un peu grippé, on va dire. Pas de la gorge mais de la tête. Et donc il faut dégripper. Et le dessin, c'est vraiment une très bonne technique pour se libérer son inconscient. Et donc je fais des dessins comme ça, en faisant vide dans ma tête et en laissant courir ma main. Et donc c'est ma main qui écrit. Et donc c'est un peu le principe de l'écriture automatique. Et je me mets à représenter des univers comme ça, des choses que souvent je reprends dans les tableaux. Parce que le dessin c'est très rapide et donc c'est très spontané. Donc on peut faire sortir beaucoup de choses de son inconscient et les exprimer directement. Et donc c'est vraiment un chemin direct entre l'imagination et la réalité. Et là par exemple, là c'est un dessin dans lequel je me suis mis à représenter des arbres un peu bizarres, j'aime bien quand c'est un peu bizarre. Et là c'est une course de vélo en fait. Donc il y a une espèce de piste, qui tourne en rond avec des vélos sur lesquels on ne peut pas monter et qui se courent après. Alors il y a un feu rouge, il y a une espèce de panneau de signalisation bizarre. Et j'en fais plein comme ça. Et donc je me mets à peindre, à dessiner comme ça. Et puis c'est un peu des échauffements. Comme les sportifs, avant d'aller courir, ils s'étirent les muscles, ils font comme ça. Et donc c'est un peu le même principe, c'est des échauffements. Alors ça c'est un tableau que j'ai appelé Confusion. Je vous expliquerai pourquoi après. En fait, je suis parti comme souvent, je m'inspire d'une photo ou d'une image. Donc ça, c'est une photographie que j'ai trouvée sur Internet, tout simplement. Et donc j'ai gardé le personnage. Souvent, je fais ça. Alors, je copie le personnage, donc il est traité de manière un peu hyper réaliste. Et ce qui n'est pas tellement mon habitude, mais pour le coup, c'était ça. Et donc j'ai commencé par peindre le personnage comme ça sur un fond blanc. Donc j'ai pas recopié le décor qui était derrière. Et puis il était punaisé au mur comme ça pendant des mois. Il est resté presque pendant 6 ou 8 mois comme ça, en attendant d'avoir un décor. Et je trouvais pas. Et puis un jour j'arrive dans l'atelier, j'ai un flash, je me dis tiens,
voilà ce qu'il faut, c'est un labyrinthe. Et je n'avais pas compris pourquoi sur le moment, mais je l'ai fait, parce que souvent on part sur une intuition, et sans savoir ce que ça signifie réellement, et puis de toute façon le sens n'a pas beaucoup d'importance. Et puis après, je me suis dit, en voyant le tableau, après, je me suis dit, tiens, c'est drôle, parce que l'expression du personnage, il a une expression de perplexité, de doute, enfin, il a même un regard un peu triste. Et je me dis, ce personnage sur un fond de labyrinthe, on dirait un type qui n'a plus de repères, qui est perdu. Et cette idée me plaisait parce que j'aime bien évoquer le choc des cultures dans mes tableaux, où ces personnages, ces espèces d'indigènes qui s'habillent avec ce qu'ils ont trouvé, avec des parapluies, avec des cravates, enfin, qui assimilent comme ils peuvent le monde contemporain. Et celui-là, il est confronté, on a l'impression qu'il est confronté à un monde qu'il ne comprend pas et qui voit aussi sa disparition. Donc pour moi, c'était un peu ça l'idée. Et puis alors évidemment, formellement, il y a un contraste très fort entre le personnage très coloré avec une couvre-chef très expansé, et puis ce fond blanc très rectiligne. Le contraste était assez violent. Je vous invite à venir nombreux voir cette exposition à la Galerie Collégiale du 10 avril au 8 mai, de 15 rue de Seclin à Lille, dans le quartier du Moulin.